Merci beaucoup de votre invitation. Donc moi je travaille aux urgences et un peu en réanimation. On m'a demandé donc de vous parler de la prise en charge du choc hémorragique et surtout basé sur des éléments physiopathologiques. Alors de quoi on parle quand on parle de choc hémorragique en pratique clinique? Vous avez ici listé les principales causes finalement qu'on rencontre. D'un point de vue épidémiologique, donc les plus fréquentes, c'est les causes traumatiques, bien entendu, les causes post-opératoires, puis il y a trois situations, on va dire, médicales, on va dire caricaturales, qui sont l'hémorragie digestive, les ruptures d'anévrisme de l'aorte, et puis les hématomes profonds qu'on rencontre notamment chez les patients sous anticoagulants. Alors, qu'est-ce que c'est finalement qu'un état de choc, puisqu'il y a des notions de physiopathologie à reprendre? C'est l'expression finalement de l'incapacité de notre système cardiovasculaire à maintenir un équilibre, d'une part entre des apports dont nos tissus ont besoin en oxygène, Pierre Asfar vous l'a montré avec le graphique du petit train, et d'autre part les besoins en oxygène et en nutriments de cet ensemble de l'organisme. Et donc ce transport en oxygène, le petit train qu'il vous a montré, il va dépendre de trois principales caractéristiques: le débit cardiaque, la saturation en oxygène, c'est-à-dire le contenu en oxygène au départ du petit train, et le taux d'hémoglobine, puisque le taux d'hémoglobine, c'est finalement les wagons du petit train. Dans tous les états de choc, celui dont a parlé Pierre Asfar, ceux dont parleront les autres orateurs, il y a globalement en pratique clinique deux points communs. Le premier, c'est l'hypotension, et le deuxième, c'est la constatation justement de cette inadéquation entre besoin et apport, qui va se traduire par une hypoxie donc tissulaire et qu'on va mesurer en pratique par le taux de lactate ou l'expression d'une acidose lactique. Et donc au cours de l'hémorragie aiguë, deux des composantes de ce transport en oxygène vont être fortement atteintes. Le contenu donc en hémoglobine, et donc l'hémoglobine c'est le wagon, c'est ce qui transporte l'oxygène, donc c'est extrêmement important. Et puis le débit cardiaque aussi, puisqu'il y a une déperdition de volume, et que donc le débit cardiaque, qui est la multiplication du volume d'éjection systolique, ce que le cœur va éjecter à chaque systole multiplié par la fréquence cardiaque, va être profondément diminué au cours de l'hémorragie. Qu'est-ce qui se passe au cours d'un saignement régulier non contrôlé, d'une hémorragie active? Il y a une perte sanguine. Elle a pour conséquence progressivement une chute de la pression artérielle qui, par l'intermédiaire donc de la stimulation de récepteurs à la pression, de barorécepteurs, et d'autre part de la stimulation de récepteurs volémiques, qui sont sensibles donc à la baisse du débit cardiaque, va induire une réaction physiologique de l'organisme qui va être essentiellement une accélération de la fréquence cardiaque, donc tachycardie, et puis aussi un phénomène de vasoconstriction des zones, on va dire, non fondamentales de l'organisme, la peau, les muscles, le système digestif, pour pouvoir dévier la circulation vers les organes nobles, le cœur, le cerveau, le foie, les poumons. Il y a donc un phénomène précoce qu'on appelle de sympatho-excitation, une réaction physiologique de l'organisme. Et puis ce qu'on peut voir aussi dans les chocs hémorragiques les plus graves, ceux qui arrivent exsangues à l'hôpital ou ceux qui ne s'améliorent pas au bout de quelques heures, c'est que le débit cardiaque continue de baisser, aboutissant carrément à un cœur quasiment vide, vous voyez, avec un écrasement complet du ventricule gauche et droit en fin de systole. Et il y a des récepteurs à l'intérieur du cœur qui vont être sensibles à ce rapprochement, à cet écrasement de la paroi, qui vont aboutir finalement à une réaction inverse de la réaction initiale, c'est-à-dire un ralentissement de la fréquence cardiaque pour permettre au cœur théoriquement de mieux se remplir, d'avoir plus le temps de se remplir. Mais comme finalement il a plus le temps de se remplir, mais qu'il ne se remplit avec rien du tout puisque la volémie est extrêmement basse, il va y avoir un effondrement de la pression artérielle, ce qu'on appelle la phase de sympatho-inhibition. Et les études animales qui ont pu être faites sur le sujet ont bien montré finalement une réponse un peu biphasique à l'hémorragie, ce qu'il y a à gauche de la ligne en pointillé et ce qu'il y a à droite avec une phase, on va dire, de choc compensé et une phase dite décompensée. Vous voyez qu'à gauche, on a donc un débit cardiaque en bleu qui diminue parce que le patient ou l'animal saigne. Parallèlement, vous voyez la fréquence cardiaque qui s'accélère en rouge. Vous voyez les résistances périphériques, donc la vasoconstriction périphérique augmenter. C'est pour ça que ces patients vont être très froids, très fermés, très marbrés.
Et puis, vous voyez que la pression artérielle, finalement, en rose, elle est relativement maintenue par ces phénomènes de compensation. Et puis, dans la phase décompensée, vous voyez qu'on va avoir, alors que le débit cardiaque continue de baisser parce que le saignement se poursuit, on va avoir en rouge une baisse de la fréquence cardiaque, cette fameuse bradycardie, on va dire, avec, dans ce cas-là, un effondrement des résistances périphériques et un effondrement de la pression artérielle. C'est ce qu'on verra donc dans les chocs hémorragiques les plus graves. Alors, vous voyez que les pertes sanguines peuvent être très importantes, notamment au moment des traumatismes, et elles sont souvent occultes, puisque beaucoup de nos traumatisés qu'on reçoit ont des saignements importants sans qu'il n'y ait aucune hémorragie extériorisée. Ici, vous avez globalement, si on regarde la classe 2 et la classe 4, les deux catégories principales, on va dire, de choc hémorragique. Lorsqu'on a un volume de sang perdu qui reste raisonnable, vous voyez jusqu'à 30% du volume systémique, c'est-à-dire environ 1 litre, 1 litre et demi, voire sur les plus gros gabarits 2 litres de sang, la réaction, c'est un patient tachycarde qui garde une pression artérielle normale, et ça c'est une chose importante, c'est pas parce qu'on a une pression artérielle normale qu'on n'a pas saigné. Il commence à être un petit peu tachypnéique, il urine moins, il est anxieux. Donc ça c'est vraiment l'hémorragie qui commence à être grave. Et puis vous voyez dans la forme la plus grave, quand on a perdu plus de 2 litres de sang, là on a un patient qui va avoir un état beaucoup plus inquiétant, avec une tachycardie beaucoup plus importante, il va avoir une pression artérielle qui cette fois-ci va commencer à fortement diminuer, il va être en détresse respiratoire, et puis il va généralement être dans le coma, et la plupart de ces patients vont avoir besoin donc d'être mis sous assistance respiratoire. Un autre phénomène important physiopathologique à comprendre dans le choc hémorragique, c'est que vous voyez ici l'évolution temporelle de la volémie au cours d'une hémorragie et de l'hématocrite, donc du taux d'hémoglobine. Vous voyez à gauche, avant l'hémorragie, on a une hématocrite de l'ordre de 45%, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié du volume sanguin qui est représenté par des cellules, notamment les globules rouges. Et lorsqu'on saigne, on va perdre autant d'eau que de cellules. Donc finalement, le taux d'hémoglobine ou le taux d'hématocrite va rester constant, et ce n'est qu'en démarrant le remplissage que le patient va s'hémodiluer. Donc un message important, c'est pas parce qu'un patient traumatisé arrive avec un taux d'hémoglobine normal que ça veut dire qu'il ne saigne pas. Et vous voyez que ce n'est qu'après que le patient a été transfusé qu'on va restaurer un taux d'hémoglobine ou une hématocrite normale. Concernant la prise en charge, elle est bien codifiée maintenant, et là je me réfère essentiellement donc aux recommandations qui sont faites sur le choc hémorragique traumatique, parce que ça représente d'un point de vue, on va dire, symptomatique, enfin épidémiologique, la situation la plus fréquente, mais on peut plus ou moins quand même l'étendre aux autres formes de choc hémorragique. Il y a une gestion hémodynamique à gauche, puis il y a une gestion de la coagulation à droite. La première pierre angulaire, évidemment, de la prise en charge, c'est le remplissage vasculaire, avec des objectifs modérés. Vous voyez, au cours du choc hémorragique, on vise une pression artérielle systolique entre 8 et 9, sauf chez les traumatisés graves, où on va viser une pression artérielle systolique supérieure à 120 ou une PAM supérieure à 80. Les moyens de remplir les patients, à la phase aiguë, évidemment, ce sont les voies veineuses périphériques. Je ne m'étendrai pas sur le rôle croissant chez le traumatisé des cathéters intraosseux qui deviennent donc la voie de prédilection en cas d'abord périphérique impossible ou difficile, aux dépens des voies veineuses centrales qui ne sont quasiment plus posées à la phase toute initiale. On sait depuis pas mal d'années maintenant que le fait de ne pas trop remplir, ici, à la phase initiale, vous voyez, avec des quantités de liquide plus faibles que si on a des objectifs hémodynamiques plus imposants, on va dire, va permettre d'améliorer la mortalité finalement. C'est pour ça qu'on aura des objectifs de remplissage modéré visant à obtenir une pression artérielle systolique, pas trop haute, parce que plus on va monter la pression chez un traumatisé, plus il va saigner. Les types de solutés dont on dispose, c'est surtout donc les solutés cristalloïdes que vous connaissez, sérum physiologique, Ringer lactate, etc. Et il y a aussi les solutés qu'on appelle colloïdes, au premier rang desquels les hydroxyéthylamidons, sachant qu'il existe aussi des mélanges de l'un et l'autre de ces solutés. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, certaines études ont montré, soit donc chez les patients de réa tout venant, comme c'est le cas ici, que même si l'utilisation de colloïdes est censée
être plus efficace en termes de remplissage. Elle n'améliore pas le pronostic des patients par rapport à un remplissage avec des cristalloïdes, voire même elle peut contribuer à aggraver la fonction rénale, c'est connu. D'autres études menées dans le cadre du sepsis ont même suggéré que de réanimer les patients avec des hydroxyéthylamidons aggravait le pronostic par rapport à des solutés cristalloïdes. Donc globalement, même s'il n'y a pas d'études dans le cadre de l'hémorragie, il est globalement recommandé de n'utiliser les colloïdes qu'en cas de non-réponse à un remplissage par cristalloïdes. Si la pression artérielle systolique ne peut pas être maintenue grâce au remplissage, l'administration précoce de vasopresseurs est recommandée et elle peut être réalisée sur une voie veineuse périphérique si la noradrénaline est administrée seule avec un petit vecteur. Le deuxième aspect de la prise en charge, c'est la gestion, bien entendu, de la coagulation, puisqu'on saigne, donc on induit des troubles de la coagulation. Et vous savez la place croissante qu'a eu l'utilisation d'antifibrinolytiques, parce que dans le choc hémorragique, il va y avoir une composante finalement d'hyperfibrinolyse. L'utilisation de l'acide tranexamique fait partie maintenant des algorithmes de prise en charge de ces patients. C'est basé sur une étude principale récente qui, vous le voyez, a enrôlé beaucoup de patients, une vingtaine de milliers de patients, qui étaient soit en train de saigner d'un traumatisme, soit à risque. Donc c'est un peu une des limites de cette étude. Elle a été menée dans beaucoup de centres, notamment en Amérique du Nord. Et vous voyez qu'il y a eu, dans le groupe d'utilisation de l'acide tranexamique, une diminution significative de la mortalité, avec une diminution quasi aussi significative du saignement. Néanmoins, il y a un certain nombre de limites à cette étude, mais il est donc quand même recommandé à l'heure actuelle d'utiliser, dans le cadre du choc hémorragique ou du patient à fort risque hémorragique, c'est-à-dire les patients qui ont un traumatisme pénétrant ou qui ont donc soit un choc hémorragique, soit un traumatisme pénétrant, soit une échofaste initiale positive, d'administrer dans les 3 premières heures après le traumatisme de l'acide tranexamique. La transfusion va faire partie évidemment de la prise en charge. Vous avez ici les buts, les objectifs transfusionnels qu'on a chez le traumatisé. Ils sont plus ambitieux chez le traumatisé crânien, d'une part au niveau du taux d'hémoglobine, mais aussi au niveau des facteurs de coagulation, donc du TP et du taux de plaquettes à obtenir, parce que les conséquences de l'hémorragie au niveau cérébral peuvent être supérieures. En plus des critères habituels, TP, TCA, plaquettes, fibrinogènes qu'on utilise, certains centres de traumatologie utilisent maintenant des techniques plus, on va dire, plus évoluées et plus complètes d'évaluation de l'hémostase par l'intermédiaire donc d'appareils délocalisés qui permettent de réaliser ce qu'on appelle un thromboélastogramme, qui va étudier la formation et la lyse du caillot sur plusieurs minutes. Et vous voyez par rapport ici à un tracé normal, par exemple, facilement le comprendre, que lorsqu'on a un tracé d'hypocoagulation, comme ça peut être vu par exemple chez le traumatisé, on va avoir un caillot qui va se former plus tard, plus lentement et de façon moins intense. Alors ce genre de machine donne des chiffres qui sont des indices issus de l'aspect de cette courbe et permettent au mieux, dans certains protocoles, d'administrer des produits sanguins de façon plus réactive. C'est en cours d'évaluation et leur efficacité n'a pas été prouvée. Ce qui est important, c'est maintenant de respecter au moins un ratio de 1 plasma pour 2 CGR, voire au-delà d'une dizaine de CGR, un ratio de 1 plasma pour 1 CGR administré. Notion importante aussi, c'est que maintenant les produits sanguins se délocalisent et il existe dans les SAMU des produits sanguins disponibles sous forme de pack, vous voyez, qu'on peut soit emmener avec soi sur un gros accident, soit faire venir très rapidement en cas de patients intransportables initialement. Enfin, dernièrement, ici, vous le voyez, l'importance de prévenir 3 phénomènes, l'acidose, l'hypothermie, qui est très fréquente chez le traumatisé, et l'hypocalcémie, je ne m'étendrai pas là-dessus. Il y a des situations particulières, patients sous AVK, où on va antagoniser avec donc, du CCP ou du PPSB, les patients sous AOD, où on peut disposer soit de PPSB, soit d'antagonistes, les patients sous antiagrégants, chez lesquels on aura une transfusion plaquettaire plus facile, parce que les plaquettes sont abîmées.
Enfin, dernier point, en quelques secondes et une diapo, ne pas oublier, bien entendu, qu'à côté de cette stratégie symptomatique, il y a le traitement évidemment étiologique. Et globalement, pour le résumer de façon très succincte, l'imagerie du traumatisé aujourd'hui, c'est 3 situations cliniques. Un patient instable malgré un traitement symptomatique, c'est-à-dire il arrive à l'hôpital, il a une hypotension malgré tout ce qu'on peut faire sur le plan symptomatologique. La stratégie actuellement thérapeutique, idéalement, c'est sans scanner, écho-fast, radio du thorax, radio du bassin, patient qui va au bloc opératoire. Les patients qui sont stabilisés avec support, les patients intubés, les patients qui ont été pas mal remplis ou les patients qui ont un peu de noradrénaline, écho-fast et body scanner extrêmement rapides. Et puis pour les autres, on a un petit peu plus de temps, réaliser un scanner dans les 90 minutes. En conclusion, c'est quelque chose de très lourd. Et à partir du moment où quelqu'un a des critères de choc hémorragique, il a une mortalité qui est importante. Donc il faut, comme dans tous les états de choc, aller vite. Le traitement étiologique, d'un côté, doit être fatalement associé au traitement symptomatique et ils doivent être menés simultanément. C'est bien évident, c'est la même chose au cours du choc septique où il faut faire en même temps du remplissage et des antibiotiques ou une chirurgie de péritonite. Enfin, j'en ai pas parlé, il y a des études sur l'intérêt d'amener les patients dans tel ou tel hôpital plus équipé, qui est plus habitué. C'est le rôle des trauma centers éventuellement. Et vous voyez qu'il y a finalement maintenant dans les régions, globalement, la définition de plusieurs niveaux d'établissement de santé, ce qu'on appelle des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. Et les SAMU savent maintenant où amener les patients finalement en fonction de leur état et en fonction des lésions dont ils pensent qu'ils souffrent. Je vous remercie pour votre attention.